Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Damien Maudet, je suis député de la Haute-Vienne. Je suis très content que vous soyez toutes et tous là pour cette conférence sur le pôle public du médicament. Peut-être un mot avant, j'aimerais déjà vous remercier vous d'être venus. Merci aussi aux militants insoumis qui ont installé tout ce qu'on a autour de nous pour ces amphis, à savoir on appelle ça comment, un chapiteau, une tente. Bon voilà, ce grand barnum on va dire qui a été installé, tout ce boulot qui est fait, c'est eux qui nous permettent à nous de boire, de manger, pour ceux qui sont au camping de dormir. Donc voilà, merci aux Insoumis pour tout ce travail. Merci à Maxime et Ouns, j'allais dire Maxime et Ouns qui filment, qui sont mes deux collaborateurs, mais en fait il y a Ouns qui filme et Maxime, merci d'être assis devant nous. Et puis merci évidemment à Laurence Cohen, Rosane Le Saint et Antoine Priou d'être venus jusqu'à nous pour cette conférence. Et enfin, un dernier mot, un grand merci à Sophie du Livret Santé qui a vraiment tout organisé sur la logistique, qui a permis aux 3 intervenants d'être là, de faire en sorte qu'on ait tout ce qu'il faut pour faire cette conférence. En plus, en sachant que Sophie, t'es bien occupée en ce moment, quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce boulot, merci d'être là et merci surtout au gros travail que fait le livret, ce qui nous permet de travailler sur l'hôpital, sur les déserts médicaux, sur les médicaments et de pouvoir organiser ce type de conférence. Donc merci beaucoup Sophie pour tout ce travail. Alors peut-être en introduction, moi je vais vous proposer une petite introduction et après je laisserai la parole du coup aux intervenantes et intervenants. Et puis après je vous reparlerai un petit peu de notre proposition de loi sur le pôle public du médicament. On part sur 15 minutes à peu près par personne et puis derrière on se fait une série de questions-réponses. En gros on est tous ensemble je crois jusqu'à, il est quelle heure, 13h30 enfin 35, on est ensemble jusqu'à 15h, un petit peu plus sans doute quoi. Sauf si des gens nous chassent et qu'on n'a pas le rapport de force qu'il faut pour rester. Mais donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir c'est que notre système de santé, vous le savez, finalement a été mis à rude épreuve. Effectivement, après la pénurie de personnel, d'infirmières et d'aides-soignants que nous avons connue, on a aussi connu derrière la pénurie de médecins. Et puis finalement, et ça s'est fait en parallèle, on a eu cette pénurie de médicaments. Ce qui est assez global, c'est qu'on a manqué de tout. Je pense que vous l'avez remarqué chez vous, même selon les âges, selon les maladies. On a manqué d'amoxicilline, comme on a pu manquer aussi de paracétamol. On a manqué de Sabril pour celles et ceux qui, par exemple, souffrent d'épilepsie. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'une journaliste, je crois, de chez France Inter s'était plaint sur Twitter du fait qu'elle avait plus de Sabril. Et finalement, Sanofi avait fini par envoyer 2 boîtes de médicaments par la poste. Et puis, on a aussi manqué de pilules abortives. C'était le misoprostol dont on a pu manquer. Donc on a manqué de tout. On a manqué de tout et on a manqué partout. Donc moi je suis de Limoges, donc on en a manqué aussi chez nous. Je pense qu'Antoine dans sa pharmacie à Buja a aussi manqué de médicaments. À Valence ça devait être également le cas. C'était le cas en région parisienne. Ça a été le cas dans les services pédiatriques où tout un tas de soignants et de médecins alertés sur les manques de médicaments. Et puis on a manqué jusqu'au salon d'Apolline de Malherbe, puisque je me souviens d'elle-même qui faisait un tweet en disant mais vous vous rendez compte, dans le pays, mes enfants ont une angine et on peut plus acheter d'amoxicilline. Je disais bon au moins ça touche les pieds des puissants. Mais donc on a manqué de tout et partout. En vérité c'est une tendance lourde qui s'accroît. Depuis 20 ans, le nombre de pénuries a été multiplié, le nombre d'alertes pour pénurie a été multiplié par 20. Et c'est une tendance lourde qui s'accroît mais qui s'accélère, puisque depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, on est passé de 450 signalements à 3700 signalements aujourd'hui. Donc on a une multiplication par 7 du nombre de signalements pour pénurie. Sur les raisons, je ne vais pas revenir sur toutes, puisque les intervenants le feront bien mieux. Tout d'abord, il y a évidemment un manque de prévision. On est après le Covid, on est après la guerre en Ukraine, et rien n'a été anticipé sur les stocks stratégiques ou la production de médicaments. Et le problème quand même de fond qui réside, c'est aussi la délocalisation, puisque comme vous le savez, aujourd'hui 80% des principes actifs de nos médicaments, les plus essentiels, sont faits en Asie. Donc nous n'avons plus la main sur cette production-là. Pour répondre à la question du pôle public du médicament, ce que c'est, les pénuries et tout ce qui nous entoure, aujourd'hui on a donc trois intervenants. La première question à laquelle on va essayer d'avoir une réponse, ça va être la question sur la distribution et les conséquences des pénuries pour les pharmaciens tous les jours. Donc pour cela, j'ai avec moi Antoine Priou, donc qui est pharmacien à Buja. Est-ce que vous connaissez Buja ? Oui, il y a quelques Limousins ici. Donc c'est une petite commune sur
sur le plateau de Millevaches. Si vous connaissez pas, vous savez où passer l'été prochain, mais pour l'hiver, ça se fait bien aussi. Donc pharmacien militant, selon le quotidien du médecin. On t'a vu aussi dans Cache Investigation, me semble-t-il. Et tu es membre de l'équipe santé au sein du Shift Project et tu sièges à la Fédération des maisons de santé. J'ai tout bon ? C'est pas mal. Okay. Ouais, c'est ça. Ensuite, sur la deuxième question, ça va être le rôle aujourd'hui de Big Pharma, donc, ou de l'industrie pharmaceutique dans ces pénuries et le lien qui est entretenu entre l'État et les industriels. C'est vrai que le Covid aurait pu être ce moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on nous parlait de brevets, de biens publics mondiaux. Ça aurait pu être le moment d'un tournant et d'une régulation dans le milieu, d'une transparence sur les prix. Mais au lieu de ça, on a eu une accélération. Et donc, et notamment sur le prix des médicaments qui est en forte croissance. Pour parler de ça, on a avec nous Rosen Le Saint. Bonjour Rosen. Bonjour. Journaliste chez Mediapart, expert sur les questions sanitaires, qui a écrit... On a le livre juste là. Alors on le met parce que Seuil nous a dit de le mettre en avant, hein, c'est ça. Non, c'est pas. C'est un très bon livre, je pense, un des meilleurs livres sur le sujet, qui s'appelle donc Chantage sur ordonnance, et le sous-titre, je l'ai plus, c'est Comment les labos vident les caisses de la Sécu. Et donc on embrasse au passage Seuil et Salomé Vio, l'éditrice. Et enfin, donc sur la question de la production, des aides à la production, parce que vous savez, il y a eu un grand plan de relocalisation aussi qui a été annoncé par Emmanuel Macron en Ardèche, donc le département limitrophe, sauf erreur, on est à côté de l'Ardèche ici, sur les plans de relocalisation, en sachant que sur les aides financières, il y a beaucoup à dire, puisque on a la plus grande niche fiscale dans le pays, c'est le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards d'euros par an. Ça profite à certains labos, comme Sanofi par exemple, qui a touché 1 milliard de crédit impôt recherche sur 10 ans, et qui dans le même temps a supprimé la moitié de ses effectifs de chercheurs. Donc pour parler de ce sujet-là, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux en termes d'experts, puisqu'on a avec nous Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne, qui a co-rédigé un rapport sur les pénuries de médicaments, un rapport donc sénatorial avec Sonia de la Provoté, qui était présidente donc de la commission, c'était pour la commission des affaires sociales. Donc une commission d'enquête, c'est plus large. C'est Sénat. Très bien. Et donc autrice de ce rapport d'information. Ça fait quand même un moment que toi tu bosses sur ce sujet-là, parce que je te demandais tout à l'heure, mais la première fois où j'ai croisé Laurence Cohen, c'était sur une sorte de petit camion dans le 8e arrondissement de Paris. Et elle était avec un micro pour faire le procès de Sanofi. Et puis on était devant le siège de Sanofi. C'était organisé par celui qui a été mon patron pendant un temps, François Ruffin. Donc bonjour Laurence et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole donc à Antoine Priou, pharmacien à Buja, pour revenir sur la question de la distribution et des conséquences des pénuries sur les pharmacies tous les jours. Merci Damien. Je vais déclencher mon chrono. C'est de respecter le timing. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très honoré. Alors, je suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Elisa, qui est elle aussi est pharmacienne, là, qui est au 3e rang, qui se fait un peu d'air avec le programme, juste à côté du monsieur à la chemise carreau. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez aller la voir aussi. Elle aime aussi parler du sujet parce qu'elle est aussi militante. En fait, on est un petit groupe de pharmaciens militants qui s'est réuni dans le cadre de ce qu'on appelle les maisons de santé en France, qui aujourd'hui sont un peu les tenants avec les centres de santé de la médecine sociale. Et on n'est pas beaucoup de pharmaciens. Alors, moi j'ai commencé mon parcours de militant à la fac en 2007, après avoir lu le rapport Meadows, Les limites à la croissance, qui maintenant est beaucoup plus connu. Et après avoir pris conscience que à la fin de mon cursus pharmaceutique, eh bien, plus les gens allaient être malades, plus j'allais gagner ma vie. Et que j'avais pas vraiment fait pharmacie pour ça. De base, alors j'ai probablement des confrères qui s'en lavent les mains, mais quand on s'inscrit dans une profession de santé, c'est plutôt parce qu'on a un cadre de valeur orienté vers l'autre, vers le soin, le prendre soin, etc. Alors, en fait, aujourd'hui, le sujet qu'on traite s'inscrit dans la vaste problématique qui est comment assurer démocratiquement et en toute transparence la justice distributive d'une ressource en raréfaction. L'eau, la bouffe, les médicaments, ce qu'il reste d'énergie, qu'il faudrait qu'on en consomme moins, etc., etc. Alors, moi j'ai pris le pilier de la pharmacie d'officine parce que mes parents sont médecins et pharmaciens sur le plateau de Millevaches depuis 30 ans, donc je suis un pur produit de la reproduction de classe. Voilà, j'ai commencé or et argent, j'aimerais finir noir et rouge. Donc on essaye sur le plateau de Millevaches, qui est une terre de résistance, de s'inscrire dans de l'expérimentation et de l'innovation sociale, organisationnelle,
aussi techniques pour essayer de répondre à cette vaste question qui est comment assurer la justice distributive d'une ressource en raréfaction. Alors moi, j'ai été formé aux médicaments, donc je me suis dit à un moment donné, c'est vachement bien de refaire le monde au comptoir avec tes copains gauchistes, mais il va falloir mettre un peu les pieds dans le plat. Et la première chose qu'on fait quand on veut mettre les pieds dans le plat, c'est qu'il faut acheter une boutique. Ça veut dire qu'il faut devenir chef d'entreprise, petit patron d'une TPE qui s'appelle une pharmacie d'officine, donc une structure capitalistique qui répond à une économie de marché. Heureusement, j'ai Mamie Lucette qui m'a prêté du pognon, j'ai pu m'acquérir mon petit joujou sur mon territoire préféré. J'étais très engagé dans le mouvement des maisons de santé, donc j'ai d'entrée de jeu essayé d'imaginer ce que ça pouvait faire que de mettre des pharmaciens avec un état d'esprit différent de la doxa dans des équipes de soins primaires, donc des équipes composées de médecins, d'infirmiers, de kinés, etc., pour assurer l'organisation des soins de premier recours, éviter la désertification médicale, etc. J'en ai fait l'objet de ma thèse en 2013, ça fait déjà 10 ans. Et finalement, ça nous a conduit, alors, non seulement à faire de la recherche en soins de premier recours. Donc ça fait 15 ans qu'on y est, là j'ai 15 minutes, je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais peut-être dans les questions-réponses, je pourrais éclaircir certains sujets. Mais la réalité du moment que moi j'ai vu, alors que j'exerce finalement en tant que pharmacien titulaire que depuis 7 ans, c'est que j'ai constaté, malgré ce faible temps d'exercice professionnel, une accélération des tensions d'approvisionnement. Et là, on est face à quelque chose d'absolument, entre guillemets, terrible, parce que quand on s'intéresse à comment ça fonctionne, alors au-delà de l'économie de marché, complètement contre-productive, je vous renvoie au Némésis médical d'Ivan Illich, qui fait partie de mes bibles, on se rend compte que aujourd'hui, la manière dont on peut accéder à un médicament en tension est régie par différentes règles qui ne sont pas des règles de bon sens, mais des règles de marché. C'est-à-dire que ceux qui approvisionnent les pharmacies aujourd'hui, qu'on appelle des répartiteurs, on leur octroie un certain nombre de médicaments, donc des quotas, en fonction de leur part de marché. Donc déjà, si on est sur un petit répartiteur pharmaceutique qui a une faible puissance commerciale, etc., il va avoir moins de boîtes en termes d'accès, même si il y a une certaine égalité de la répartition des parts de marché entre répartiteurs, mais c'est questionnable. Mais là où est le plus gros point, c'est qu'en fait, ensuite, ce répartiteur-là va me donner les médicaments sous quota en fonction de mon chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grosse pharmacie dans un métro parisien qui brasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, elle peut commander 10 fois plus de boîtes de médicaments d'un médicament sous tension que moi qui ne fais que 1 million d'euros annuel de chiffre d'affaires. Même si mon profil de patientèle localement nécessite beaucoup plus de boîtes de tel ou tel médicament. En ce moment, on est emmerdé par un anti-arythmique qui s'appelle la flécaïne. C'est un vrai casse-tête. Alors, j'en ai plus. Je commande à mes répartiteurs, ils en ont pas. J'ai des collègues pharmaciens avec qui je m'entends bien, ils m'en dépannent 1 ou 2 boîtes. Et puis je leur dis, mais comment vous faites pour vous dépanner? Et ils me disent, nous, on travaille en direct avec le laboratoire de médicaments génériques. Je fais, mais alors c'est quoi ce bordel? Ça veut dire que si on a un accord direct avec un labo générique et qu'on a une grosse pharmacie, du coup, on a plus facilement accès à un médicament en tension? Bon, je connaissais la problématique, je pose la question pour que ce soit clair pour vous. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, la principale manière de gérer la pénurie, de gérer le quota, reste sur des intérêts marchands et qui, d'un certain point de vue, on pourrait appeler ça une forme de corruption légale, c'est-à-dire si tu viens chez moi en tant que pharmacien avec un génériqueur, un laboratoire de médicaments génériques et que tu me prends en premier, je vais toujours garder un petit stock de ceci, un petit stock de cela pour pouvoir te fournir tes médicaments. Et quand on y réfléchit bien, vu qu'aujourd'hui nos modèles économiques sont encore liés à une économie de marché, plus je vends, plus je gagne, finalement, j'étonne personne. Bon, et puis je suis au bon endroit pour que personne ne soit étonné. Alors, là où on a travaillé, je vais regarder la montre, il me reste 8 minutes. Là où on a travaillé depuis 5 ans avec Elisa et dans ma pharmacie, c'est qu'on a fait un peu de désobéissance civile sur le déconditionnement des médicaments. Alors au passage, j'ai lu le rapport sénatorial qui est très documenté, très fouillé. J'ai appris plein de choses sur le côté comment la gestion par les industriels a été faite, les autorités, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai été très déçu par les interventions des représentants de l'ordre, de l'Académie de pharmacie et de mes syndicats professionnels. Bon,
ils sont les tenants d'un modèle dominant, et Antoine Triou et ses copains pharmaciens punk sont pas forcément très appréciés de ces gens-là, vous vous doutez bien, mais j'aurais bien aimé être auditionné à l'occasion, peut-être après, voilà, on pourrait faire ça autour d'un verre à l'occasion. Mais clairement, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, la pénurie de médicaments, qui est pris à bras-le-corps par ma profession au sens les pharmaciens d'officine. Pourtant, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, dans un monde en contraction énergétique, dans un monde de plus en plus soumis aux aléas climatiques qui peuvent venir perturber les chaînes d'approvisionnement mondialisées, etc., etc., spontanément, je m'étais dit, peut-être mes confrères vont se poser la question, eh bien non. Bon, et à ce moment-là, c'est vrai qu'un des sujets qui est souvent évoqué dans les médias, c'est la dispensation à l'unité. Où tout le monde nous explique que c'est pas une bonne idée, etc. Alors, ça se questionne. Nous, ça fait 5 ans qu'on le fait sur certains médicaments qui ont un usage aigu, donc essentiellement des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des antidouleurs dont on sait qu'ils peuvent être entre guillemets dangereux, comme le tramadol, qui fait partie des médicaments qui aujourd'hui font baisser l'espérance de vie des Américains moyens. Donc, on fait de la dispensation à l'unité là-dessus. Et vu qu'on était dans un cadre de désobéissance civile, bah ça faisait quoi? Ça faisait qu'on mettait des coups de ciseaux dans des blisters de médicaments, on gardait le reliquat de ces unités-là, sans les refacturer à la Sécu quand on en avait besoin, parce qu'il est bien sûr hors de question pour nous, militants, d'arnaquer notre chère et tendre sécurité sociale. Et ça nous a sorti plusieurs fois de tout un tas de panades, notamment sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prednisolone, le Solupred, probablement beaucoup d'entre vous en ont déjà pris, parce que bah, quand on se fait piquer par une guêpe, ou quand on a un accès inflammatoire quelconque, bah des fois on en prend 2 le matin pendant 3 jours, et puis ça y est. Et donc ça fait quoi? Ça fait que sur une boîte de 20 comprimés, bah on en a bouffé que 6. Voilà, si mes calculs sont bons, les 14 autres finissent soit périmés, soit bouffés sans un avis médical, ce qui peut être problématique. Et donc on reproduit ça sur les antibiotiques, avec ce que ça suppose comme lot de développement d'antibiorésistance. Je ne vais pas vous faire tous les détails, mais aujourd'hui, il y a des modèles où c'est possible de faire de la dispensation à l'unité qui ne soit pas juste chiante à faire localement et qui permette... Bah, oui, mais on le fait pour les médicaments stupéfiants depuis toujours. Bon, alors après, faut des facilités techniques, faut des facilités en termes de facturation avec l'assurance maladie, mais dire c'est pas possible, il faut absolument... Bon, enfin, franchement, c'est un sujet qui est très discutable. Et l'une de nos principales recherches aujourd'hui a porté sur comment est-ce qu'on organise les parcours de soins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs limitants à un parcours de soins d'une personne notamment atteinte de pathologie chronique, bah, c'est l'accès à la compétence. Pas de médecin, donc problème de désertification médicale, ça c'est un autre sujet. Ensuite, l'accès aux produits de santé, pas de médicaments, voilà. Ensuite, l'accès à l'infrastructure. Si on a des professionnels compétents et de quoi faire une anesthésie, mais qu'on n'a pas un bloc opératoire et un hôpital qui tourne, on ne fait pas. Puis si on n'a pas accès à l'énergie, là c'est pareil. Il y a un moment donné, il faut pouvoir éclairer le bloc. Donc on travaille sur ces 4 facteurs limitants et disons que aujourd'hui, le médicament, j'ai perdu un peu le fil, je vous avoue, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais la question de la métrique dans les parcours de soins, c'est là où je voulais en venir. Pour faire de la dispensation à l'unité, on l'a réglé d'une manière assez simple. C'est que aujourd'hui, on incite les médecins à prescrire en semaines et non pas en mois. Et nous, considérer les boîtes de médicaments en multiples de semaines et pas en unités telles qu'elles sont conditionnées par l'industrie pharmaceutique. Je vous donne un exemple très simple, ou une métaphore très simple. Si vous avez un chef d'orchestre, un médecin, qui doit faire jouer tout un orchestre philharmonique, la 5e de Beethoven, hein, et que chaque musicien a un instrument désaccordé, on pourrait appeler ça les médicaments, tantôt conditionnés en boîte de 28, de 30, de 20, de 24, de 50. Bon, il y a un moment donné, ce qui va conditionner le parcours de soins du patient n'est que du chaos. Parce que quand on a une métrique non stable de prescription des médecins le mois, 31 jours, 30 jours, 28, 29 tous les 4 ans, où on prescrit des médicaments à coup de posologie journalière, 1, 2 ou 3 par jour, et que dans les boîtes des 10 médicaments, il y a tantôt 30 comprimés, tantôt 40, tantôt 50, tantôt 28, je veux dire, c'est comme si vous demandiez à un architecte de construire une baraque avec des artisans qui utilisent tantôt la coudée ancienne, tantôt le pied romain, tantôt le pouce anglais, ça ne peut pas marcher. Et donc le fait de travailler sur ces notions de métrique, en fait, nous permettrait demain de faire de la dispensation à l'unité de manière extrêmement simple, en imposant à tous les industriels, dès lors qu'ils ont un médicament qui relève d'une pathologie chronique, de conditionner leur médicament
en boîte de 28, si c'est 1 par jour, en boîte de 56, si c'est 2 par jour, ou 84, si c'est 3 par jour. Et d'imposer à tous les médecins de France, même si c'est pas forcément... c'est même pas nécessaire, en fait, ce que je suis en train de dire, mais de prescrire en semaine. Parce que comme ça, quand on a des prescriptions en semaine et des boîtes de médicaments en semaine, on fait de la dispensation à l'unité, même pour les pathologies chroniques. Et donc on a traduit ça, nous, d'un point de vue technique. Donc pendant 3 ans, on a été propriétaire de notre logiciel. Aujourd'hui, on est des militants du logiciel libre open source pour des questions, de transparence, de sécurisation des données, mais aussi de liberté d'innovation technique dans le système de santé. C'est ce qui nous a aussi valu d'être lanceur d'alerte dans le cache investigation dont tu parlais, où on dénonce en fait les remontées de données des pharmacies d'officines françaises au bénéfice de géants de la donnée que en général monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas, mais qui s'appelle IQVIA et qui aujourd'hui, on va dire, quasiment vend de la donnée à des institutions étatiques françaises pour faire de l'évaluation des médicaments. Donc c'est presque qu'on paye 2 fois un truc. Voilà. Donc on a été lanceur d'alerte dans cette campagne-là pour dire, mais si demain on veut piloter le système de santé sans basculer soit dans le travers de l'individualisation du risque, le modèle américain, si ton contrat ne contient pas le cancer du colorectal, c'est double peine, ou le modèle à l'opposé, plutôt crédit social chinois, si tu manges trop de frites, ton assurance santé va être moins remboursée ou on va te prendre ta carte de la bibliothèque. Je dis un peu n'importe quoi, c'est juste pour imaginer de manière caricaturale les 2 modèles qui aujourd'hui sont la tendance du moment. Nous, l'idée, c'est de dire comment est-ce que localement on va pouvoir organiser les soins, organiser l'information de manière juste et démocratique pour demain utiliser un certain potentiel d'outils techniques, mais en mettant des pare-feux, au bénéfice d'une justice distributive, locale, pilotée localement. Et ça, d'ailleurs, c'est très bien relevé dans le rapport sénatorial, la notion de finesse territoriale d'analyse des besoins, pour se dire, si demain, j'ai plus que 1 million de boîtes de paracétamol en France, à qui je les donne ? Comment est-ce que je vais pouvoir orienter ce flux-là vers des critères cliniques ? C'est qui les gens qui ont le plus mal ? J'avais mis 14 minutes, il me reste 1 minute pour conclure, et je vais faire même moins que ça. Aujourd'hui, toute la recherche qu'on a faite ces 15 dernières années a été portée au sein de structures qui sont ce qu'on appelle des maisons de santé, qui sont des structures très particulières, même si on en entend parler dans les médias et pas forcément pour les bonnes raisons. C'est pas juste un bâtiment, au contraire. C'est une composition de différents communs. C'est un commun de territoire d'action porté par des professionnels de santé. C'est un commun politique porté par un projet de santé. C'est un commun juridique, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. C'est quelque chose de très spécifique. C'est éventuellement un commun en termes immobiliers ou fonciers, un endroit où on partage des locaux. Mais c'est surtout des financements communs que l'assurance maladie nous donne au titre d'une équipe. Donc on a une certaine autogestion de fonds économiques pour porter nos projets de santé localement. Et le dernier point, et non des moindres, sur lequel on s'appuie beaucoup pour bâtir notre récit et notre prospectif, c'est un commun informationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constitue des bases de données de santé très localisées, c'est comme des tout petits DMP, qui nous permettent, à nous professionnels de santé, de voir où est le besoin. Et donc, potentiellement, de croiser de l'information pour dire, là, cette semaine, je n'ai que 56 doses de vaccins anti-Covid à distribuer, je sais à qui je les donne, parce que je suis capable de sortir la liste des 56 personnes les plus vulnérables sur mon territoire. Voilà. Merci. Bonjour, donc moi je suis Rosane Le Saint, journaliste indépendante spécialisée sur les questions de santé depuis à peu près 7-8 ans. Et puis je travaille beaucoup pour Mediapart. C'est bon, vous entendez? Oui. Ouais, j'ai l'impression que ça... C'est peut-être celui-là est plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Pardon? Pose-le quasiment sur le menton. Ok. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Non. Désolée, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Moi, je suis plutôt presse écrite en général. Donc, je travaille
C'est pas mieux? Un peu plus fort, je pense. Au bout des lèvres, quoi. Un peu plus. Est-ce que là c'est mieux? Ah oui, vraiment, faut embrasser le micro. Donc depuis 7-8 ans, je travaille sur les questions de santé, essentiellement pour Mediapart. Et puis Seuil est venu me chercher pour me demander de faire un sorte de récapitulatif de tout ce que j'avais pu voir comme évolution sur le business de l'industrie pharmaceutique, surtout après le Covid-19. Donc les laboratoires étaient déjà puissants, ils sont devenus ultra puissants avec ce produit le plus recherché au monde qu'ils vendaient. Et donc le livre Chantage sur ordonnance que j'ai écrit a été l'occasion de faire un petit récap effectivement de toutes les techniques de lobbying de l'industrie pharmaceutique, de tout le narratif que l'industrie essaye d'imposer, de tout ce qu'on gobe et du fait qu'on ne va pas forcément chercher les bonnes solutions parce qu'on ne comprend pas forcément les vraies causes des soucis de santé qu'on peut avoir, comme les pénuries de médicaments. Le souci des pénuries de médicaments, il date d'il y a 20-30 ans quand l'industrie chimique et pharmaceutique a décidé de délocaliser la production des principes actifs, donc c'est le moteur des médicaments, ce qui fonctionne dans les médicaments, essentiellement en Asie, parce que ça coûte moins cher, déjà parce que la main-d'œuvre est moins chère, mais aussi parce que ça pollue beaucoup cette activité-là, et du coup c'est aussi sous-traiter la pollution que de le faire dans des pays où les normes environnementales sont moins élevées qu'en Europe. Cette faute originelle, entre guillemets, passe assez inaperçue. On a du mal à la mettre sur le devant de la scène parce que l'industrie pharmaceutique a un lobbying très puissant. Quand on a diffusé le documentaire sur Arte, Médicaments, les profits de la pénurie, en 2022, le jour de la diffusion, on a eu le droit à un communiqué du LEM, donc le lobby des entreprises du médicament, comme Laurence Cohen a eu le droit à un communiqué du LEM quand elle a sorti le rapport avec toute l'équipe sénatoriale qui avait enquêté sur les pénuries de médicaments pour tenter de nous décrédibiliser quand on fait des enquêtes fouillées finalement, quoi. Et donc si on se trompe de cause originelle, on se trompe aussi de solution, et le résultat c'est que la situation empire, comme l'expliquait Damien Maudet. Même sans parler de la résolution de fond du problème, j'ai pu observer au fur et à mesure qu'il y avait vraiment des tentatives d'action pour même mettre un frein aux solutions pratico-pratiques qu'on met en place quand voilà, la pénurie elle est déjà là, va falloir faire avec les stocks qu'on a. Lors des processus législatifs pour essayer de mettre en place des stocks de sécurité, le LEM, le lobby des entreprises du médicament, avait comme action, c'est écrit noir sur blanc sur les registres, d'empêcher la mise en place de stocks de sécurité, par exemple. Et puis, de ce fait, elles sont très peu sanctionnées, même s'il y a peu d'obligations. Même celles-là ne sont pas suffisamment dissuasives pour que l'entreprise pharmaceutique fasse vraiment en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Dans le rapport sénatorial dont Laurence Cohen est la rapporteure, il est inscrit qu'il y a seulement 8 amendes qui ont été données au laboratoire entre 2018 et 2022 pour environ 900 000 euros, ce qui est vraiment rien du tout pour des entreprises aussi puissantes. Et de l'autre côté, le pire, c'est que les entreprises pharmaceutiques arrivent même à être récompensées, à obtenir des aides à la relocalisation. Et là, dans le cadre de mon enquête, j'ai quand même Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, qui elle-même me dit « j'ai été folle, ça m'a mise hors de moi toutes ces aides qui ont été obtenues pendant le Covid-19 par les entreprises pharmaceutiques. Elles ont délocalisé et maintenant elles reçoivent de l'argent pour relocaliser. C'est pas de l'argent public qui est dépensé à bon escient. » La cause invoquée par l'industrie pharmaceutique des pénuries de médicaments, c'est selon elle que les médicaments anciens sont vendus pas assez cher, ce qui les obligerait à aller à l'autre bout de la planète pour produire, parce qu'elles n'auraient pas les moyens sinon de réaliser des bénéfices. Je démonte cet argument dans le livre en expliquant que finalement avec le système de brevet, donc qui est censé récompenser l'innovation, pendant 20 ans les entreprises pharmaceutiques ont un monopole. Donc elles ont déjà réalisé des profits sur ces vieux médicaments le temps qu'elles détenaient le brevet avant l'arrivée des génériques, les copies des médicaments. Et puis dans le livre aussi, je fais le palmarès du grand racket avec les laboratoires qui profitent le plus de l'argent de la Sécu. Et dans ce top 10, on trouve 2 laboratoires qui sont des pros des génériques. Donc finalement, il y a Mylan qui est devenu Viatris et puis Biogaran, la filiale de Servier, qui figure en 6e et 7e position de ce palmarès. Donc visiblement, elles réussissent quand même à obtenir suffisamment d'argent de la part de la sécurité sociale. Et puis on voit aussi des vieux médicaments comme
comme le Doliprane, le best-seller de Sanofi, qui est à base de paracétamol, ça fait au moins 5 ans, c'est les années que j'ai étudiées, qui fait partie du top 20 des médicaments qui coûtent le plus cher à la Sécu. Il est dans mon top des médocs. Donc même sur les vieux médicaments, tant il y a un effet volume, tant on en consomme, l'industrie pharmaceutique réussit quand même à faire des bénéfices. Ils ne sont pas à se plaindre à ce niveau-là. Et je montre aussi que souvent ce sont les mêmes laboratoires qui vendent les médicaments vendus pas assez cher selon elles. On n'a pas de transparence sur les coûts de production, donc on est bien obligé de les croire quand ils nous expliquent que les profits sont pas assez intéressants sur les vieux médicaments. Ce sont souvent ces mêmes laboratoires qui vendent aussi les médicaments les plus chers. On a atteint des sommets avec le Zolgensma, c'est un médicament qui soigne en une seule prise l'amyotrophie spinale, qui est une maladie rare. Et donc c'est le laboratoire Novartis qui vend ce médicament à 2 millions d'euros. C'est un record battu. Je vais pas vous détailler toutes les méthodes cyniques qui ont été mises en place pour réussir un tel prix, mais on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Et puis Novartis est aussi propriétaire de Sandoz, encore pour quelques semaines, là ils sont en train de vendre, qui est aussi le laboratoire qui produit l'amoxicilline, donc l'antibiotique dont on a tant manqué cet hiver. Donc visiblement, si jamais il n'y avait pas suffisamment de profit sur l'amoxicilline, il y avait peut-être moyen de se rattraper sur les médicaments qui sont vendus extrêmement chers. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que du coup, le fait qu'il y ait tout ce narratif de mis en place par l'industrie pharmaceutique, il est très écouté par l'exécutif actuel. Il y a aussi beaucoup de moyens qui sont mis en place pour se faire entendre. Le LEM, le lobby des entreprises du médicament, a dépensé plus d'1 million d'euros en 2021 pour essayer d'influencer les décideurs publics, pour faire des actions de lobbying auprès des parlementaires, etc. Ça fait partie des 3% des lobbies qui dépensent le plus en France pour tenter d'influencer les décideurs publics. Et je raconte par exemple à quel point le secteur avait intérêt à ce qu'Emmanuel Macron soit réélu dans mon livre, en racontant en mars 2022, donc juste avant les élections présidentielles, il y a un grand raout qui est organisé vraiment juste à côté de l'Élysée, dans des locaux magnifiques, etc. Je m'y rends. Lors de cette conférence, c'est vraiment du pro-pharma. Il y a un économiste qui intervient, Nicolas Bouzou, qui a été épinglé d'ailleurs dans les Uber Files, et qui a un cabinet de consulting, je le découvre, qui se fait lui-même financer par l'industrie pharmaceutique. Il est juste présenté comme économiste, ça lui donne une certaine légitimité. En réalité, il a certains partis pris. Donc j'écoute quand même la conférence. Il est 4h30, je sors et là j'ai une rangée de serveurs qui proposent du champagne. J'ai pas l'habitude de boire du champagne au goûter. Je suis partie. Mais ensuite j'ai voulu savoir quand même combien ça coûtait ce genre de raout. Donc si on divise par le nombre de personnes invitées, sans même compter la location des lieux, ça fait à peu près 120 € le goûter. Donc je me suis dit que finalement un secteur qui réclame autant d'argent public pendant 2 heures et qui ensuite dépense autant pour le réclamer, c'était quand même un petit peu gros. Et puis ça dure depuis longtemps, puisque pendant la première campagne des élections présidentielles d'Emmanuel Macron en 2017, il avait un conseiller santé qui a dû démissionner parce qu'on a appris qu'il était payé tous les mois par le laboratoire Servier, qui est le laboratoire qui produit le Mediator, le coupe-faim déguisé en antidiabétique qui a provoqué tant de morts. Lui, j'ai eu envie de savoir s'il continuait. Effectivement, il continue de toucher 3 500 € par mois, en plus de son salaire de cardiologue, par Servier tous les mois. Voilà, ça c'était la personne qui est conseiller Emmanuel Macron au tout début du moment où il a voulu se lancer dans la course au présidentiel. Et puis ça continue puisque il y a eu le lancement d'une task force pour réfléchir à l'économie des produits de santé. Ça a été fait en début d'année 2023. Et puis c'est Cédric Arcos, le conseiller santé d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui a constitué cette task force. Et parmi les 6 heureux élus, il y a 4 personnes qui représentent le privé, donc 2 qui représentent les industriels de la santé, donc l'ancien président du LEM, le lobby des entreprises du médicament, une personne de chez Dassault Systèmes qui vend des dispositifs médicaux, 2 représentants des cabinets de consulting, dont une de Aikvia, dont tu parlais, voilà. Alors qu'on a tellement parlé des dérives des cabinets de consultants, j'ai trouvé ça un peu gros. Et il y a une représentante des associations de patients et une représentante, ancienne directrice de la sécurité sociale, la seule qui est les yeux rivés sur les comptes publics finalement, et ce qu'on dépense et comment on dépense l'argent dévolu à la santé. Donc, d'ailleurs, on attendait en juillet le rapport.
Je ne l'ai pas vu pour l'instant, mais bon, visiblement, je ne sais pas s'il faut en attendre beaucoup. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, les laboratoires avaient intérêt à ce qu'Emmanuel Macron se fasse réélire. J'ai regardé le chiffre d'affaires des médicaments remboursés par l'État. Il a flambé de 16% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. À titre d'information, ça a été 4 fois plus que lors du précédent quinquennat. Donc les médicaments sont payés de plus en plus cher, c'est l'État qui débourse. Nous, on ne s'en rend pas forcément trop compte parce que effectivement beaucoup sont couverts par des complémentaires santé. Il y a la sécurité sociale qui est très forte en France, même si on pourrait au fur et à mesure s'en rendre un petit peu plus compte. Là on paye 50 centimes par boîte de médicaments, le gouvernement envisage d'augmenter à 1 euro par boîte de médicaments cette franchise médicale. Et ce qui est triste, c'est que il a fallu qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis où le système de santé, comme vous savez, est privatisé, ce vers quoi malheureusement on a peur de tendre, pour se rendre compte des prix exorbitants finalement, parce que les personnes diabétiques aux États-Unis n'ont pas les moyens de se payer de l'insuline, qui est un médicament très très banal, très connu, il n'y avait même pas de brevet lors de l'invention de l'insuline pour justement partager le plus possible cette innovation qui sauve des vies. Et alors Joe Biden, le président démocrate, a décidé de diminuer, d'imposer par la loi une diminution du prix de l'insuline. Il a obtenu que le premier laboratoire producteur diminue de 80% le prix de l'insuline, et ils réussissent encore à se faire des marges. Les 2 autres ont été obligés de suivre, dont Sanofi. Tout ça pour vous dire que voilà, le courage politique, il existe ailleurs. Parfois c'est triste, mais il a fallu que des personnes meurent du manque de médicaments pour qu'on s'en rende compte. Et puis ça veut dire aussi que en gros l'argent public, il y en a. Quand je fais le palmarès durant Racket, je me rends compte, même si c'est un calcul très grossier, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée, que comme en 2023, le trou de la Sécu, il est censé faire à peu près 7 milliards d'euros, c'est l'argent qui est versé simplement aux 4 premiers labos qui bénéficient plus de l'argent de la sécurité sociale. Donc tout ça pour dire que l'argent public existe pour la santé, que malheureusement on manque de tout, de médecins, c'est la crise à l'hôpital, on manque de médicaments. Et donc l'idée, ce serait de réfléchir à comment utiliser mieux l'argent public destiné à la santé. Moi, c'est pas à moi de proposer des solutions, mais je vais voir ce qui se passe ailleurs pour savoir si c'est pas applicable chez nous. Je suis allée voir en Hollande comment ça fonctionne. Là-bas, les pharmacies hospitalières ont plus de marge de manœuvre. Donc elles peuvent produire des médicaments elles-mêmes quand soit les médicaments sont manquants parce qu'il y a rupture de stock avec des vieux médicaments, soit même ils ont commencé à produire des médicaments qui étaient quand même sous brevet parce que c'était vendu trop cher et que les patients n'y avaient pas accès de ce fait-là. Voilà, maintenant je vais pouvoir laisser la parole aux autres, à ceux qui ensuite ont les moyens d'agir ou de soumettre des solutions comme le pôle public du médicament qui serait une solution alternative en coopération européenne, parce que bien sûr on ne peut pas être souverain, nous, petite France, mais en coopération avec les voisins européens, ce serait possible d'envisager, si l'industrie pharmaceutique ne veut pas produire tel et tel médicament parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment rentables, que le public prenne le relais, peut-être que l'argent serait dépensé à meilleur escient. Voilà. Et donc je donne maintenant la parole à Madame la sénatrice Laurence Cohen. Merci Damien. Bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez bien là? Bon, moi je voudrais donc un petit peu vous brosser ce que c'est qu'une commission d'enquête au niveau du Sénat, parce que je ne pense pas que tout le monde ait l'information réelle de ce qu'est une commission d'enquête. Donc la commission d'enquête réunit les membres du Sénat, toutes commissions confondues, et elle est pluraliste. Donc tous les groupes qui siègent au Sénat, nous avons la chance au Sénat de ne pas avoir le Front National, puisqu'il n'y a qu'un membre, donc évidemment il ne siégeait pas, ce qui était une bonne chose. Et la commission d'enquête a ce privilège, on va dire, d'auditionner un certain nombre de personnalités, en réalité tous les gens qu'elle veut auditionner, mais qui doivent prêter serment. Et si jamais on découvre qu'il y a une omission volontaire ou un mensonge, les gens qui ont été auditionnés peuvent être donc poursuivis.
Cette commission d'enquête sur la pénurie de médicaments a donc vu le jour au Sénat sur l'initiative de mon groupe, ça a été dit, le groupe communiste. Mais vous imaginez bien, vous connaissez le rapport de force au Sénat, majorité de droite. Donc vous imaginez bien que la commission était assez déséquilibrée au niveau des familles politiques, puisque moi, donc, j'étais rapporteur, donc responsable de la rédaction de ce rapport. Il y avait donc une présidente, Sonia de la Provôté, qui est centriste, et il y avait en fait, quand on regarde donc la composition de la commission, il y avait en tout donc 19 sénateurs et sénatrices, et seulement 5 sénateurs et sénatrices de gauche, donc une communiste, moi, 3 socialistes et une Europe Écologie Les Verts. Donc vous voyez quand même le déséquilibre. Or, on a rendu un rapport qui est extrêmement sévère, comme ça a été souligné, sans concession, et qui a été voté à l'unanimité. En réalité, il y a eu juste une abstention, une sénatrice macroniste, mais c'est pour ça qu'on peut dire à l'unanimité. Et je veux dire que c'était pas. Alors après, je peux rentrer dans les détails de la composition dans la discussion, mais je veux dire que ce vote n'était pas gagné d'avance. Je veux juste faire un petit rappel. Le 9 décembre 2020, donc en pleine pandémie, j'étais pour mon groupe, la pilote, l'autrice aussi, d'une proposition de loi sur un pôle public du médicament. Et ça a été rejeté par le Sénat. On est en 2020, on est en pleine pandémie, il faut trouver des solutions, et le Sénat rejette cette solution qui est portée. Et depuis en fait que je suis sénatrice depuis 2011, en fait nous avons multiplié les initiatives législatives pour faire avancer cette idée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de sénateurs comme Guy Fischer, comme François Autain, qui déjà ont porté ces réflexions, et c'est une proposition que l'on porte nous au niveau de ma famille politique depuis une vingtaine d'années, et heureusement ça dépasse largement nos rangs. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et quand je dis qu'il y a eu beaucoup d'initiatives législatives, il y en a eu au Sénat. Et il y en a eu à l'Assemblée nationale avec Pierre Dharréville, mais aussi avec France Insoumise, Caroline Fiat et Damien aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je trouve qu'il y a un bouger considérable. C'est-à-dire que le fait que ce rapport d'enquête soit voté à l'unanimité doit pouvoir nous être utile et nous permettre de continuer les uns et les autres, les militantes et les militants que nous sommes, que ce soit politique, associatif, etc., pour porter le fer, je dirais, parce qu'il faut qu'on obtienne cette initiative publique. Et quand je dis ça, très largement, il y a un travail remarquable qui est fait, notamment par l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, il faut les citer, sous la houlette de Pauline Londex et de Jérôme Martin, avec qui j'ai un dialogue constant et fructueux, et qui permettent aussi, parce que quand on est parlementaire, c'est pas toi Damien qui me contredira, on a besoin d'être nourri de tas d'éléments, et effectivement, eh bien, cet observatoire nous permet, quand on est évidemment d'accord, moi je suis complètement d'accord, nous nourrit, comme le livre de Roselle Le Saint est aussi quelque chose de très important. Vraiment, je vous encourage à le lire. Fermez la parenthèse. Donc, je pense que notre commission d'enquête, elle est importante, et je veux dire qu'elle a duré 5 mois. Et pendant 5 mois, nous avons procédé à 54 auditions, entendu 119 personnalités, transmis plus de 70 questionnaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des questionnaires? Ça veut dire que à la fois on auditionne les gens et on leur envoie des questionnaires écrits qui sont extrêmement pointus, et auxquels ils sont obligés de répondre. Ils ne peuvent pas se dérober à nos questions. Et pour un certain nombre d'entre eux, nous avons dû les auditionner 2 fois. C'est vrai, par exemple, pour Sanofi, j'y reviendrai, puisque
ils avaient complètement oublié de nous dire qu'ils avaient un plan de licenciement qui était annoncé le lendemain de l'audition. C'est un oubli comme ça, bon bref. Et nous avons également été obligés d'auditionner 2 fois, et la deuxième fois à huis clos, la mission Borne, tellement finalement les éléments qui nous disaient étaient trop flous la première fois. Nous avons également eu de nombreux déplacements, je ne vais pas tous les citer, mais nous sommes allés à Amsterdam, nous sommes allés aussi à Bruxelles, et puis nous sommes allés à Bercy pour recueillir des éléments précis sur l'utilisation du crédit impôt recherche par les entreprises pharmaceutiques. Et là, je veux dire, et c'est gentil ce que je dis, c'est un euphémisme presque, c'est-à-dire il nous a fallu beaucoup d'opiniâtreté et d'insistance pour avoir les éléments que nous voulions avoir. Parce que, en fait, c'est un travail en silo, et les questions que nous posions, qui étaient extrêmement précises, ne pouvaient pas trouver, d'après eux, immédiatement des réponses. Mais là, je le dis encore, commission d'enquête, il y a eu obligation d'un retour. Et puis, je le dis avec un peu d'humour, mais pendant tout le temps de notre commission d'enquête, qui a été particulièrement suivie, et c'est bien, c'est vraiment positif, eh bien, nous avons aussi été très suivis par le gouvernement. Et c'était assez rigolo, finalement, de voir qu'il multipliait les annonces, comme si on jouait un peu à la course à l'échalote. Il fallait absolument que le ministre dise qu'il travaillait sur cette question. C'est là qu'il a sorti en juin la fameuse liste des médicaments essentiels, 450, ce qui est une bonne chose, mais 454 médicaments essentiels, avec un certain nombre de sociétés savantes, mais pas toutes, avec pas un vrai, visiblement, travail poussé avec tous les gens qui s'y connaissent un petit peu, et donc une liste qui, dès qu'elle est sortie, a été immédiatement contestée. Ils ne savent pas travailler en commun, ces gens-là. Donc il n'y a pas, au niveau du gouvernement, d'anticipation, hein, on le voit. La pandémie de la Covid n'a pas servi du tout de leçon, et ils n'en tirent pas les enseignements qui sont indispensables. Et du coup, il y a une information qui est distillée, qui est juste pour montrer une espèce d'agite propre. Et en fait, c'est une information gouvernementale qui est souvent contradictoire et qui, du coup, est anxiogène pour les patientes et pour les patients. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la commission et le rapport que j'ai produit marque la marque du pluralisme de notre commission, mais je dois dire sans concession, parce que moi j'ai ressenti au niveau de mes collègues LR, centristes, le fait qu'il y avait quand même une prise de conscience qu'on ne pouvait plus cacher ce phénomène exponentiel de la pénurie de médicaments qui touche absolument toutes les catégories, toutes les classes thérapeutiques, mais avec une cible primordiale, essentielle, j'allais dire, ce sont les médicaments dits anciens, puisque c'est 70% d'entre eux qui sont touchés. Alors, on me répondait, oui, mais c'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Bah, évidemment, c'est un phénomène mondial, puisque c'est la même politique capitaliste qui est menée au niveau mondial. Donc déjà, la réponse, je trouve, en tout cas c'est ce que je faisais comme réponse, ça leur plaisait pas, mais bon, c'est une réalité. Et en tout cas, le rapport a montré un dysfonctionnement profond, structurel, de l'approvisionnement des systèmes sanitaires européens. Et donc, ça veut dire autant de pertes de chance pour les patientes et pour les patients. Parce que dans les cas les plus graves, on a révélé quand même, c'était souligné tout à l'heure par Antoine Priou, mais on a quand même révélé la mise en place de contingentements, voire d'interdiction de lancement de nouveaux protocoles de traitement. Et je veux dire que ça se traduit par un accès aux soins qui aujourd'hui n'est plus garanti pour toutes et tous sur notre territoire. Alors on nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, il y a des substitutions. Mais mon camarade pharmacien en parlera peut-être mieux que moi, mais les traitements de substitution, c'est pas si simple que ça. Parce que chaque médicament, effectivement, peut entraîner des effets secondaires qui sont différents, qu'il est difficile de bien doser, et notamment, je pense à l'épilepsie, mais il y a d'autres pathologies, et que donc, c'est pas vrai
que eh bien, si tel médicament manque, on va le remplacer sans aucun problème. Et puis, il y a certains médicaments qui n'ont pas de substitut aussi. Donc, c'est ce qu'il faut prendre, en compte. Et ça met évidemment en tension les substituts. Alors, on assiste à une concentration de la production qui rend d'autant plus difficile, donc comme tu dis, la substitution en cas de rupture. Et la France aujourd'hui n'est plus une puissance pharmaceutique comme elle pouvait l'être il y a quelque temps. Et même les labos qui sont encore implantés en France et qui produisent en France se tournent vers l'export. Et il faut savoir que l'export représente la moitié de leur chiffre d'affaires, alors qu'en 90, ils représentaient seulement 1/5 de leur chiffre d'affaires. Donc on voit toujours que c'est la même petite musique que vous avez entendue depuis le début, c'est-à-dire c'est la recherche d'optimisation maximale du profit. Et que donc c'est d'abord ça, et c'est pas une recherche dans l'intérêt de la santé publique. Donc il y a une stratégie vraiment voulue de l'interdiction des médicaments anciens, dits matures, au profit des médicaments qui sont innovants et dont les prix connaissent une augmentation vertigineuse. J'y reviens pas, ça a déjà été cité. Et les marges de manœuvre des pouvoirs publics, et notamment en France, avec le comité, le CEPS, qui s'occupe de la fixation des prix, est très peu large. Mais j'allais dire que c'est voulu. C'est pas un hasard. Ça veut dire que la toute-puissance, elle est toujours au niveau des labos, des industriels pharmaceutiques qui possèdent la propriété intellectuelle via les brevets. Et en fait, le gouvernement non seulement n'écoute pas les propositions alternatives, mais y compris, il existe des propositions aujourd'hui qui pourraient être mises en œuvre immédiatement. C'est ce qu'on appelle la licence d'office. Il y a un refus, et j'ai réinterrogé lors des auditions les différents ministres. Alors ils étaient plus aimables une fois qu'ils étaient plus ministres. Hein. Si vous regardez les auditions, les relations étaient plus fluides. Mais n'empêche qu'ils ont tous refusé la licence d'office. Vous voyez, en disant non, c'est pas une bonne solution. Vous avez eu au moment des mesures d'urgence qui ont été votées, pas par nous, mais en tout cas au niveau du Parlement, il y a eu quand même parmi des mesures positives, c'était la réquisition possible des labos. Ils n'en veulent pas non plus. Donc, si vous voulez, les mécanismes qui aujourd'hui existent et qui pourraient être mis en œuvre ne sont pas mis en œuvre ni en France ni dans d'autres pays. Et nous avons appris, lors de notre commission d'enquête, que ces mêmes industriels français envisageaient d'abandonner la production de 700 médicaments. Incluant des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et comme l'a dit Rosane Le Saint, le fait que nous le dénoncions dans le rapport, ça a mis le LEM, donc le lobbying des laboratoires, absolument en rage. Et ils ont fait un communiqué de presse extrêmement saignant et très agressif à mon égard. Parce que c'était moi la rapporteure, communiste, majorité LR, j'allais être abandonnée en race campagne. Ben non. Parce que le rapport, une fois qu'il est voté, c'est pas le rapport de Laurence Cohen, c'est pas le rapport de la présidente, c'est le rapport du Sénat. Et il y a eu donc une contre-offensive du Sénat qui a redit que ce chiffre n'était pas un chiffre inventé, qu'il avait été sorti lors d'une audition, et une audition précisément des industriels pharmaceutiques dans lequel il y avait le LEM. Donc du coup, pour l'instant, pas de nouvelles. Donc on voit la puissance des laboratoires et le fait que les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens de contrecarrer cette puissance. Au contraire, ils l'encouragent. Alors bien sûr, il y a des mesures qui sont prises, il y a des mesures de contrôle, il y a des mesures de suivi, il y a un rôle assez extraordinaire qui est quand même mené par l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais avec peu de moyens, c'est-à-dire on lui demande toujours plus, mais avec moins de moyens. Et puis, comme ça a été souligné, effectivement, entre 2018 et 2022, il y a eu seulement 8 sanctions financières, et pour un total de 922 000 euros. Enfin, vous vous rendez compte, pour les labos qui gagnent des milliards et des milliards de profits, ce que ça veut dire, c'est rien. C'est même pas, c'est comme si, je sais pas, on faisait une petite caresse là, sur le bras, et puis c'est tout. Donc voilà. Il y a aussi donc des contrôles qui sont lacunaires, qui n'interviennent en fait que lorsque la tension
est déclaré, c'est-à-dire il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas d'outils vraiment efficaces qui sont mis en place, avec des plans de gestion des pénuries qui sont extrêmement inégaux. Celui du Sabril, qui est un antileptique qui est souvent en tension, par exemple, et qui est essentiel, ne comporte aucune analyse sur les risques de rupture, puisque nous avons demandé à avoir tous les plans de gestion de pénurie, et c'est assez hallucinant. Et c'est pas obligatoirement les petits labos qui sont les plus mauvais élèves. C'est ça aussi que je veux souligner. On ne l'a pas dit dans nos propos introductifs, mais je veux le souligner. Il faut faire une différence entre le Big Pharma et quelques petits labos qui, eux, se démènent et essayent de se sortir de cette marée de requins. Donc, il y a effectivement besoin de relocaliser, mais avec un grand scandale, c'est-à-dire ça fait 30 ans que les entreprises ont délocalisé pour maximiser leur profit, parce qu'ils sont allés dans des pays avec des exigences environnementales et sociales moindres, bien évidemment. Et aujourd'hui, on leur dit il faut relocaliser, mais on leur file encore du fric. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il faut le dénoncer, c'est-à-dire qu'on marche quand même sur la tête. Alors, Macron est assez balèze dans sa communication, parce qu'ils ont énormément communiqué sur la relocalisation, mais sur la centaine de projets financés dans le plan de relance et le plan France 2030, 18 seulement concernaient une réelle relocalisation, et dont seulement 5 portaient sur un médicament ou un principe actif stratégique. Donc on voit bien, vous partez d'un plan qui paraît comme ça assez ambitieux, donc une centaine, et vous arrivez à 18, puis seulement à 5. Et évidemment, si on veut combattre les pénuries, il faut arrêter tout ce qui est fermeture de sites. Et là, je veux épingler Sanofi. Alors, il pense que c'est ma bête noire, pas seulement. Le problème, c'est que Sanofi, au pays de Pasteur, n'a pas été foutu de sortir un vaccin contre le Covid. Pourtant, il a bénéficié d'énormément d'aides, il faut le dire. Et Sanofi, aujourd'hui, ferme des sites, continue à fermer des sites. Au moment où on l'auditionne, ils avaient omis de dire que Sanofi annonçait le lendemain même, dans la presse, la suppression de 135 postes d'ici 2025 sur les sites d'Aramon et Sisteron, soit l'équivalent d'une perte de production de 50 tonnes de principes actifs selon la CGT. Et il a fallu les faire revenir pour qu'ils admettent la chose. Donc on voit bien que là il faut arrêter. Et la tactique, la stratégie des grands labos, il faut que j'aille plus vite parce que je crois que je suis arrivée à mon temps. La stratégie des grands labos, en fait, c'est de se débarrasser, y compris des équipes de chercheurs, qui est un bien précieux pour l'humanité, de se libérer des équipes de chercheurs, et en fait, pour ne pas s'embêter, et ils rachètent, parce qu'ils ont les moyens, des start-up. C'est le boulot qui est fait par les start-up, et eux, ils n'ont plus besoin, soi-disant, de centres de recherche. Or, la recherche, elle est financée par notre argent, par l'argent public, et par contre, ce sont les grands labos qui s'en mettent plein les poches. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on est allé à Bercy. Le secteur pharmaceutique est l'un des principaux bénéficiaires d'incitations fiscales et d'aides publiques en France, et notamment, je veux souligner que c'est le second bénéficiaire du crédit impôt recherche, puisque ça représente de près 710 millions d'euros, et ils l'ont tous reconnu, c'est une source d'attractivité unique en Europe, et donc qui fait que le marché français reste un marché intéressant. Alors on voit bien que par rapport aux aides publiques, le service rendu n'est pas à la hauteur, donc nous demandons, et le rapport le demande, et ça c'est important aussi, de réorienter les aides publiques vers la production de médicaments essentiels, de systématiser les conditionnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
l'argent public coule dans les poches des grands labos, mais il n'y a pas d'exigence, y compris d'ailleurs au niveau des relocalisations. J'ai demandé, mais qui est-ce qui garantit la pérennité de ces relocalisations? Qui nous dit que telle entreprise de médicaments va rester plus d'1 an, 2 ans, 3 ans sur le sol français, à partir du moment où il n'y a aucune conditionnalité? Et puis, il faut mettre en œuvre la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Donc on le voit bien, tout nous conduit à penser, à mettre en œuvre un pôle public du médicament. Alors vous vous doutez bien que par contre ça n'a pas pu être une des recommandations du rapport de la commission, enfin de la commission d'enquête, mais franchement je pense que cette idée chemine, puisque il y a quand même, entre 2020 et aujourd'hui, des bougées. Et je voudrais terminer quand même en soulignant qu'il y a des exemples intéressants, importants, qui montrent que c'est possible. Parce que nous avons auditionné. Nous avons auditionné notamment Brésil, quelqu'un du Brésil, quelqu'un aussi de l'Égypte. Nous avons aussi été aux Pays-Bas, donc des expériences. Et il y a d'autres pays, hein. Il y a l'Inde, il y a la Suisse, il y a les États-Unis. Et au Brésil, la fondation Oswaldo Cruz, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Fiocruz, a été créée en 1976 et dispose d'une capacité de production de plus de 2,5 milliards d'unités de médicaments par an, et elle a pu résister au mandat de Bolsonaro. Je suis par ailleurs présidente du groupe d'amitié France-Brésil, donc c'est pour ça que je connais bien aussi la question, et nous avons auditionné donc y compris la directrice de la fondation Cruz, et ils ont pu continuer malgré la résistance du président à travailler en ce sens. Donc je crois qu'on peut s'appuyer en France pour commencer sur ce qui s'est passé durant la pandémie, avec notamment l'intervention de l'établissement pharmaceutique de la PHP, ce qu'on appelle la GEPS. Vous savez que pendant la pandémie, on a manqué énormément de curares, ce qui était extrêmement important, et ils ont réussi à produire la GEPS, le Cisatracurium, et pour 400 000 unités produites au total. Et il faut savoir que la GEPS, qui était en capacité de produire des médicaments, a été démantelée par Martin Hirsch en 2018, qui lui a donc fait perdre une partie de ses missions et de ses compétences. Et je pense que là encore, en tout cas, j'ai pu avoir accès à un courrier qui montre que le nouveau directeur Nicolas Revel semble plus sensible pour le développement de cet établissement pharmaceutique de la PHP pour justement faire face aux pénuries. Alors là encore, on pourra revenir dans la discussion parce que je peux rentrer dans les détails, mais je pense qu'il peut reprendre la main et montrer de manière beaucoup plus forte encore ce qu'il est en capacité de faire, à condition évidemment qu'on lui en donne les moyens, et à condition que ce qui est prévu, c'est-à-dire supprimer 40 à 50 ETP, sur un effectif de 120 personnes, eh bien, ne soit pas évidemment réalisé. Donc, d'autant que le comble de ces décisions, donc de démantèlement de la GEPS, c'est qu'il faut savoir que en démantelant la GEPS, ça permet à l'industrie pharmaceutique de pouvoir s'approprier 80 millions d'euros sur la base des produits de la PHP. Et en contrepartie, il donne une redevance à la GEPS, mais tenez-vous bien, la redevance est de 15 millions. Donc il y a une perte de 65 millions d'euros par cet établissement public. Donc on voit bien qu'à chaque fois la logique, c'est une logique de privatisation, de faire que la santé est une marchandise, que le médicament est une marchandise. Et pour nous ici, c'est pas un scoop, eh bien il faut sortir le médicament de la loi du marché comme la santé, parce que c'est un bien commun. Et donc il est vraiment temps de faire en sorte que en tout cas l'unité, le rassemblement que nous pouvons constituer sur ces bases de ce pôle public du médicament fasse en sorte que le gouvernement recule, que ça soit mis en œuvre en France et évidemment en coordination avec l'Europe, parce que rien ne peut se faire seulement au niveau du territoire français. Excusez-moi, je pense que j'ai mordu de plus de 5 minutes.
Merci beaucoup Laurent, je pense qu'on aurait difficilement pu faire plus complet. Peut-être juste avant de passer à la phase de questions-réponses. Moi, si on a voulu faire cette conférence aussi sur le médicament, parce que des fois ça peut paraître pour les gens un peu technique le médicament, vous voyez que finalement ça ne l'est pas tant que ça. Mais l'idée aussi c'est parce que forcément, aujourd'hui, on est en pénurie de médicaments, on voit que le gouvernement veut augmenter le reste à charge, et on a aussi une bataille idéologique à mener. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle pharmacie, vous allez chercher le Doliprane, il n'y a pas de Doliprane, la discussion s'enclenche sur pourquoi il n'y a pas de médicaments, et là, pourquoi il n'y a pas de médicaments, quoi. Et on voit, il y a deux visions du monde et des choses. C'est soit, en fait, ce qu'on entend tout le temps par Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas assez de médicaments parce que, bon, les médicaments, ils ne sont pas achetés assez cher, donc il faut mettre un peu plus d'argent. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est-à-dire que soit quand on a ces pénuries, eux essaient de nous amener vers encore plus de libéralisme, encore plus de cadeaux à l'industrie pharmaceutique. Et nous, quand il y a ce genre de conférence, c'est aussi pour dire non, le sujet il n'est pas là. Si justement on en est à ce cas-là, c'est parce qu'on manque de régulation et donc il en faut davantage. Et pour résumer le pôle public du médicament, quand vous devrez aller voir les gens pour leur dire pourquoi il faut un pôle public du médicament, parce que si vous leur annoncez pôle public du médicament, bon, c'est compliqué. En plus, vous êtes en pharmacie, le Doliprane, donc ils reniflent un peu, ils ont un peu la fièvre et tout ça. C'est la production, donc c'est production, transparence, encadrement, c'est la production. S'il y a besoin, licence d'office, donc ça veut dire récupérer la licence, lever les brevets et produire une partie de ces médicaments. C'est aussi, sur la production, interdire la fermeture des sites stratégiques. C'est ce que disait exactement Laurent. Chez Sanofi, il y a des fermetures. Mais nous aussi, on était allés en décembre chez Carlyle, qui était une entreprise dans le Nord, qui faisait des poches de perfusion de paracétamol. C'est la dernière boîte 100% française qui le faisait et elle allait fermer. Nous, on y est allé, il y en a d'autres qui y sont allés derrière. Et bref, finalement, ça a réussi à être sauvé. D'ailleurs, ça a permis au ministre de fanfaronner derrière, alors qu'en plus, il est intervenu après le premier jugement. Enfin bon, bref. C'est pour négocier avec la sécurité sociale le prix des médicaments. Il faut que, dans le prix du médicament qui est annoncé, tout soit donné. Il faut qu'on puisse savoir combien on a déjà payé. Parce que vous imaginez, dans ce dont parlait Laurence sur les relocalisations, on a payé des relocalisations et des médicaments, des productions. Ils sont partis à l'étranger. Et pour les faire revenir, il faut qu'on paye une première fois la relocalisation, ensuite on les aide en subvention, et ensuite on va repayer derrière le prix du médicament. Et donc l'important c'est ça, c'est de se dire, donc, pour le pôle public du médicament, production, encadrement, transparence, et surtout dans le fond il nous faut plus de régulation, et ne surtout pas les laisser nous avoir en nous disant ah ben non mais c'est parce qu'on ne paye pas assez les médicaments. Ça c'est un mensonge absolu. D'ailleurs, juste pour le petit exemple que vous pourrez sortir, ça marche bien de temps en temps, la Suisse paye 40% plus cher une partie de ses médicaments, ils n'en ont pas non plus. C'est pas parce qu'on les paye plus cher que d'un côté ils nous disent c'est un problème mondial et de l'autre il faut payer plus, mais c'est un problème mondial du coup, enfin bon bref. La question c'est, donc il faut garder ça en tête. Je vais pas plus loin pour vous laisser ensuite le plaisir de poser des questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup passer le micro. C'est Maxime, si tu fais passer le micro. Maxime, vous fait passer le micro. On essaie de faire un homme, une femme, des questions d'1 minute, 1 minute 30 max pour qu'on puisse tourner. On en prend 5-6 quoi, et après on vous répond autant que possible. Voilà. Merci beaucoup Maxime, je te laisse faire passer le micro.